Est-il raisonnable de placer sous dialyse un nonagénaire déjà affaibli? Cette question qu'un médecin m'a confiée résume de manière abrupte mais limpide l'un des enjeux finalement de notre débat. Nous l'avons abordé d'ailleurs lors de la première séquence en début d'après-midi. Une question vertigineuse si on prend pour paradigme l'équation suivante: vieillissement de la population plus déficit de l'assurance maladie plus inflation des coûts plus compte public exsangue égale arbitrage éthique eux-mêmes vertigineux. Comment notre modèle de santé solidaire peut-il surmonter les obstacles financiers, infrastructurels et en matière de ressources humaines que pose l'inexorable dynamique de vieillissement? Et cela soulève des questions triviales et crues, pardonnez-moi. En fait-on trop pour nos aînés? À l'avenir, pourra-t-on en faire autant? En a-t-on trop fait pour eux lors de la pandémie? Des interrogations chiffrées, comptables, qui en dissimulent d'autres bien plus essentielles. Que devons-nous à nos aînés? Quelle solidarité leur devons-nous? Ne peut-on pas être fiers d'avoir tous ensemble dédié une partie du confinement à leur protection? Avons-nous oublié, effacé, méprisé ce qu'ils apportent à notre communauté humaine? Bref, l'enjeu est tout autant de réhabiliter leur trésor que d'ajuster avec responsabilité mais humanité notre modèle de soins à une pyramide des âges inédite. La transition démographique constitue un défi considérable pour notre système de santé et pour notre projet commun de société. Comment le relever? Pour en parler, non pas un, mais deux Guérins, Serge et Olivier. Je précise que vous n'avez pas de lien de parenté. Serge, vous êtes sociologue, professeur à l'INSEC. Vous dirigez le master dédié à la direction des établissements de santé. Et vos deux derniers ouvrages en disent long sur votre expertise des aînés et de l'intergénération. Et si les vieux aussi sauvaient la planète? Et quand le sexe n'a pas d'âge et l'amour non plus, tous deux publiés chez Michalon. Olivier, vous êtes professeur de gériatrie au CHU de Nice, président du Conseil national professionnel de gériatrie. Vous avez aussi été membre du Conseil scientifique Covid-19 et ce n'est pas dénué d'intérêt pour notre débat, nous y reviendrons. Mais d'abord, en préambule, quelques repères peut-être pour situer le débat, la courbe du vieillissement de la population et puis quelques chiffres. Pas beaucoup, bien sûr, mais quelques-uns qui nous permettront quand même de bien comprendre l'enjeu. Des chiffres sur la part, notamment, que les aînés occupent dans la consommation en santé. Olivier, peut-être. Alors sur on va dire votre introduction, qui est effectivement vertigineuse, elle pose toutes ces questions qui vont devoir être relativement bien traitées, parce que, pour le coup, nous rentrons dedans. On va dire qu'on rentre dans le dur de la transition démographique. Attention, côté gestion du stock, si vous me passez l'expression, parce qu'il y a le sujet de l'entrée, hein, c'est-à-dire la baisse de la natalité partout dans le monde, l'effondrement de la natalité, en particulier en Europe. Donc c'est ces deux éléments-là qui provoquent la transition démographique. Mais en tout cas, pour ce qui est du vieillissement du stock, là, nous rentrons là maintenant, année par année, à partir de 2027, pour les plus de 80 ans, des baby-boomers, pendant les 25 ans qui s'ouvrent devant nous. Et avec ces sujets que vous évoquez, juste sur le coût, si on le résume ainsi, on verra qu'après, il y a des tas de solutions et qu'il ne faut pas voir les choses du tout comme ça. En tout cas, c'est ce que je souhaite dire aujourd'hui. Objectivement, un Français de plus de 75 ans coûte presque 3 fois plus en termes de remboursement de dépenses de santé qu'un moins de 75 ans. Ça, c'est une donnée CNAM. Avons-nous pris collectivement la mesure de l'enjeu? C'est-à-dire, est-ce qu'on a su l'anticiper ou est-ce que les pouvoirs publics ont laissé finalement filer une patate chaude? Non, je pense que Serge rebondira certainement sur cette question-là. Moi, je ne comprends pas comment c'est possible qu'on ne se soit pas posé la question d'une réflexion profonde découlant ensuite sur une planification stratégique dans nos pays, et en particulier dans le nôtre, hein, la France, sur ce sujet de la transition démographique. La démographie, c'est assez robuste comme donnée. Hein. Je veux dire, c'est pas de la fioriture, on sait à peu près où on va, sauf guerre mondiale ou pandémie massive, on sait à peu près ce qui va se passer dans les 30 ans qui viennent. Sauf natalité. Le sujet, en tout cas, n'a jamais été traité en tant que tel, va savoir pourquoi,
Et c'est pour moi une forme d'incompréhension profonde. Juste une petite anecdote, hein. On a les 7 chefs d'État et d'exécutif, lors du G7 d'Hiroshima, c'est il y a une paire d'années, hein, ont demandé à leurs 7 académies des sciences de travailler de manière un peu plus soutenue sur la production de connaissances, la scientifique, sur la transition démographique, en particulier sur la partie vieillissement. C'était il y a une paire d'années. Va savoir pourquoi, on pose la question, pose Olivier. Serge, vous avez une réponse? On peut avoir quelques pistes en tout cas. La première, c'est sans doute que pour les politiques, c'est pas très vendeur. On parle de l'investissement, on parle de la jeunesse. C'est pas pour ça qu'on l'aime, hein. Et d'ailleurs, la jeunesse, ça veut rien dire, mais en tout cas, on en parle beaucoup. Vous vous souvenez peut-être de quelqu'un qui s'appelle toujours François Hollande et qui a un moment donné d'une campagne présidentielle qu'il avait gagnée, et il a dit « je serai le président de la jeunesse ». Et un jour, je lui avais dit « mais vous savez, c'est les vieux, enfin, président de la vieillesse, c'est sûr que c'est moins vendeur ». Donc ça l'avait amusé, il m'a dit « oui, en effet, j'irai pas là-dessus ». Donc c'est pas vendeur en politique de parler des vieux. Et puis, il faut être très clair. Pourtant, ils votent, ce sont eux qui votent, pourtant. Alors, c'est ça qui est intéressant. Mais pour les gens de gauche, les vieux, c'est des vieux réacs de droite, donc ils ne sont pas intéressants, ils sont perdus pour la cause. Et pour les gens de droite, c'est des gens de droite, donc on est tranquille, on n'a pas besoin de se fatiguer. Bref, on n'y va pas trop. Même si 15 jours, 3 semaines avant une élection, on va se réveiller un peu pour voir les chiffres et autres, et s'apercevoir en plus, la science politique, là aussi, a un peu de retard parfois, c'est que les gens votent avant. Les gens âgés, on savait exactement comment ils allaient voter. Aujourd'hui, eux aussi, sont beaucoup plus divers qu'hier. La notion même de génération ne veut plus dire grand-chose. Il y a plein de manières de prendre de l'âge, et donc on peut être aussi très très différent. Ça, c'est vraiment le premier aspect. Deuxième aspect, il est tout bête. Alors, vous allez le voir encore plus en 2027, je crois qu'il y a une élection présidentielle, et on va débattre de plein de sujets passionnants. Vous allez voir, le 1er mai, enfin des choses comme ça, quoi, qui font beaucoup avancer les choses. Mais par exemple, sur les vieux, on ne va rien dire. Parce qu'on va se dire, oh là, c'est encore de l'argent, donc ça va coûter. Et c'est intéressant votre remarque, parce que d'un côté on dit, ouais, mais quand même c'est le pouvoir des vieux, ils votent et ainsi de suite. Et si c'était si vrai que ça fait quand même 20 ans ou 30 ans que des politiques se seraient mises en place face au grand âge, face à la prévention, et tout ce qu'on voudra. Et donc ça prouve bien qu'il y a un hiatus et qu'on n'a pas envie d'y aller. Ça veut dire que ce qui est en jeu finalement, c'est l'image des aînés. Et je vais compléter, nos aînés sont-ils finalement victimes d'une époque et d'une économie de marché qui sont profondément utilitaristes et par la faute desquelles nous considérons notre solidarité envers eux à l'aune de leur utilité ou pour certains de leur supposée inutilité? La question doit être posée aussi crûment. Bien sûr. Alors déjà, je dirais que c'est les aînés. Ils ne sont pas à nous. Pas parce qu'ils sont âgés que... Je dis souvent aux étudiants, mais la personne que vous voyez, je sais pas moi, à 90 ans, ça a l'air d'être une petite chose. Mais qu'est-ce qu'elle a fait avant? Et pour arriver jusque-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Et parfois, cette personne, une femme souvent, hein, puisque majoritairement ce sont des femmes, elle a pu traverser, s'être adaptée à un nombre de choses qu'aucune génération a connu en une seule génération. Donc c'est des gens qui ont su finalement profondément s'adapter. Et ça, c'est la première chose. Deuxième élément, en effet, le regard qu'on a, qui est un regard méprisant. Dans le meilleur des cas, on méprise. Dans l'autre cas, on ignore. Et dans le troisième, on considère même qu'il faudrait s'en débarrasser. Il y a même une loi qui a été votée qui va dans ce sens-là. Donc on est vraiment dans ce type d'approche. Et on se dit, ça coûte cher, c'est compliqué, ils ne sont pas adaptés, les technologies, ça ne va pas. Voilà. Donc il y a une tentation, une tendance d'en faire une charge, un fardeau. Exactement. On y voit. D'ailleurs, on parle souvent le choc, la charge, le coût. Hein, c'est souvent sur des termes comme ça. Et, il faut commencer à vieillir pour se dire j'ai peut-être le droit de vivre. Mais voilà, c'est assez bon. Et du coup, il ne faut pas s'étonner non plus qu'on ait autant de mal à trouver des gens pour venir travailler dans le secteur. Tellement, vous savez, très souvent, on va dire à des jeunes, tu es tellement mauvais à l'école. Et souvent, on dit mauvaise. D'ailleurs, c'est souvent des femmes, très majoritairement des femmes, que la seule chose que tu seras capable de faire, c'est nettoyer le cul des vieux. Donc, il y a aussi, voilà, il y a quand même une vision qui reste, pas tout le temps, il ne faut pas exagérer, mais qui reste quand même très négative. Olivier, est-ce qu'on peut parler, je rebondis sur ce que dit Serge, on peut parler de discrimination par l'âge, finalement? Oui, c'est probablement une des discriminations, voire la discrimination la plus fréquente, et d'autant que plus qu'elle est la moins visible, la moins palpable, la moins conscientisée. Je pense qu'on a fait beaucoup de progrès, même s'il y a toujours beaucoup à faire, hein, sur le sexisme, sur les discriminations, sur des minorités potentielles un peu partout. On a fait parce qu'il y a aussi une capacité à crier
de ces minorités-là, entre guillemets, pour se faire respecter, et heureusement. Et l'agisme est quelque chose de beaucoup plus insidieux dans la société, d'autant qu'on ne le conscientise pas. C'est mon point de vue. Et c'est vrai qu'on a lancé, Serge, tu as été co-signataire pour la France, mais juste après la première vague Covid, au moment où je n'étais pas encore au conseil scientifique, je suis rentré juste après, du coup, d'ailleurs, lorsque, à l'issue du premier confinement, vers la fin, quelqu'un a eu l'idée de déconfiner en fonction de l'âge. C'est-à-dire que finalement, on gardait confinés les plus de 65 ans, c'était donc mai 2020, les plus de 65 ans, et on libérait les moins de 65 ans. Ce qui était en soi l'aveu d'un agisme véritable, en plus non justifié sur un plan scientifique. Mais ça, je vais revenir là-dessus. On aurait pu parler d'apartheid. C'est l'apartheid de l'âge. Je vais revenir là-dessus parce qu'effectivement, on sent bien qu'à l'épreuve de la pandémie Covid-19, des questions cruciales se sont posées à l'égard des aînés. En Grande-Bretagne, la question de la discrimination est quasiment tranchée. Là-bas, on ne fait pas de cadeaux aux aînés qui sont malades et modestes. Jean-François Delfrécy m'expliquait il y a quelques jours qu'aux États-Unis, les 60 ans et plus atteints de maladies graves, un tiers d'entre eux devront vendre leur maison pour se soigner. Ce spectre-là, pour nos aînés, existe-t-il à long terme, sans doute pas maintenant, mais à long terme en France? Alors, on a une approche complètement différente des anglo-saxons sur le sujet. C'est d'ailleurs pas qu'un sujet pour les personnes âgées au Royaume-Uni, c'est un sujet en fait d'une valorisation de l'année de vie gagnée. Et c'est un modèle de société. Les États-Unis fonctionnent un petit peu de la même manière aussi, et le Canada aussi, dans certaines provinces en tout cas. Donc on voit qu'il y a une dimension qui est assez culturelle, pour le coup, à donner une valeur à l'année de vie, quel que soit l'âge. Mais forcément, la valeur à l'année de vie gagnée quand on a 70 ou 80 ans, c'est pas du tout la même que quand on a 20 ans. Donc de fait, ça crée cette dissymétrie très forte. Dans les pays latins, c'est pas du tout vu comme ça. Par contre, pour revenir à votre introduction, on a un sujet, mais qui à mon avis n'est pas du tout lié qu'à l'âge, de la pertinence du soin. Ça oui. Et donc de l'individualisation des situations cliniques. C'est ça que font les gériatres comme nous. On a commencé, moi je suis cancérologue de formation initiale, comme beaucoup de gériatres, à l'époque ça n'existait pas en tant que spécialité comme ça, donc je suis cancérologue digestif. On a commencé par la cancérologie, l'alliance avec la gériatrie, pour être meilleur sur l'individualisation de ce qu'il était bon ou pas de proposer au patient dans son intérêt. C'est-à-dire qu'on sous-traitait, à cause de l'âge, carte d'identité, et probablement qu'on surtraitait certaines fois. Et encore une fois, on peut très bien avoir des situations où il y a une pertinence d'un soin lourd potentiellement à 85 ans, avec une analyse qu'on a de plus en plus fine et de plus en plus scientifique, y compris avec des biomarqueurs, et de manière avec un gain véritable par rapport à quelqu'un de 65 ans qui aurait la même maladie, mais qui serait intrinsèquement plus abîmé. Mais donc cette question économique, cette question de la supportabilité économique du soin des seniors, des aînés, elle peut nous amener collectivement, je pense bien sûr à la communauté scientifique, à la communauté des médecins, à en soigner certains moins bien et moins quantitativement, mais aussi à, on va dire, pour rentabiliser des investissements, peut-être à en soigner trop et exagérément, peut-être même pour en faire des cobayes vivants. Enfin, pardonnez-moi cette question, mais on sait qu'elle se pose. Comment soigner justement ces aînés? Est-ce qu'aujourd'hui, collégialement, par exemple dans un CHU comme le vôtre, vous vous réunissez et puis vous dites finalement, voilà cette personne, comment il faut, dans son propre intérêt et dans son seul intérêt, voici comment nous devons la soigner? Alors oui, on commence à avoir à la fois des éléments, une pratique, la science médicale a avancé concernant nos patients âgés, eux-mêmes les plus âgés. Je dirais qu'il y a encore un peu une zone un peu difficile pour nous en termes de purement scientifique, qui est au-delà de 90 ans. En fait, il y en avait tellement peu avant que finalement, on a maintenant la capacité de faire de la vraie science pour savoir ce qui est le mieux pour eux. Mais la partie d'individualisation, notamment sur des critères cliniques,
qu'étaient capables de faire déjà les gériatres depuis des décennies. Elle est très utilisée par les autres spécialités pour déterminer le juste soin. Et désormais, on a une fantastique, enfin c'est absolument incroyable ce qui est en train de se passer en termes de recherche sur la biologie du vieillissement et l'identification de biomarqueurs qui sont aussi redoutablement efficaces aux côtés de données cliniques et aussi de données sociales. En fait, c'est ce qu'on dit depuis toute la journée, c'est que l'individu que l'on soigne, nous, dans le système de santé, et nous en particulier les médecins, il est un tout. Il y a le sujet de la biologie, il y a le sujet de la clinique, mais il y a aussi le sujet de son environnement social, donc derrière de sa capacité d'étayage et de soutien. Tout ça, on en tient compte dans nos décisions. Et donc, on a vraiment besoin de cette vision globale. Et encore une fois, on se rend compte qu'à 85 ans, on a un bénéfice individuel potentiel à avoir des traitements plus intensifs que quelqu'un de 25 ans de moins. Mais il faut être capable aussi, sociétalement, d'accepter qu'on dise à 60 ans, eh ben non, finalement, c'est celui de 85 qui bénéficiera le plus dans le champ de mon aspect d'origine de cancéro. C'est assez évident. Serge, quel questionnement éthique et quels enseignements aussi éthiques soulèvent justement ce vieillissement de la population? Est-ce que, par exemple, si je parle de solitude, est-ce que la solitude figure parmi les interrogations majeures? Est-ce qu'il y en a d'autres, justement? C'est vrai que c'est utile et nécessaire de démarrer par là. Faut rappeler, être en bonne santé, il y a l'alimentation, il y a l'activité physique, il y a plein de choses, mais l'élément premier, c'est le lien avec les autres. C'est la plus grande étude, elle date de 1938, elle continue à suivre les gens aux États-Unis, mais qui est passionnante et qui montre, on demande aux gens, on regarde leurs biomarqueurs, on regarde tout, et on s'aperçoit que ce qui compte le plus, c'est le lien, la qualité du lien. Ça ne veut pas dire 10 000 amis, mais ça veut dire des amis sur lesquels on peut compter, des amis parfois qui se sont renouvelés, des vies de couple qui se sont renouvelées. On verra on mettra ce qu'on voudra. Mais en tout cas, cette question du lien, elle est absolument majeure. Et finalement, elle nous parle aussi d'une société. Des sociétés où le lien est de plus en plus ténu, de plus en plus mauvais, on pourrait dire, et de plus en plus théorique, superficiel, numérique, tout ce qu'on voudra, c'est des sociétés qui tiennent mal. Alors qu'on est 20 ans, qu'on est 80, c'est exactement pareil. Il y a, pardonnez-moi, des innovations dans ce domaine-là, notamment pour créer de la mixité intergénérationnelle, pour créer des lieux justement de regroupement. On progresse, on avance quand même ou pas? Ou est-ce que finalement, face à la solitude, nos aînés restent très seuls, c'est le cas de le dire? Alors globalement, quand on regarde l'étude qui est faite régulièrement par les petits frères des pauvres, c'est un drame. Là, on est à 750 000 personnes qui ne voient personne de la semaine. On estime que ça va encore augmenter. Donc il y a quand même une réalité très forte, très prégnante. Nos sociétés de communication, communiquer, c'est pas dialoguer. Communiquer, c'est pas écouter. Communiquer, c'est pas partager. Communiquer, c'est communiquer. C'est de la com, c'est ce qu'on voudra, mais ça n'a rien à voir. Et donc tous ces objets, on pourrait dire qu'il n'y a jamais autant d'objets techniques. On n'a jamais passé autant de temps sur des écrans où normalement on pourrait communiquer, où j'ose parler à personne. Voilà, donc on a c'est un sujet monstrueux parce que c'est un sujet politique d'abord, parce que c'est une des meilleures façons à ce que les gens aient des comportements négatifs. Les passions tristes de Spinoza, elles démarrent en grande partie de la solitude. Donc ça, c'est vraiment le premier élément. Alors ensuite, oui, il y a des démarches, il y a des choses qui se font. On réinvente parfois l'eau chaude, parce que l'idée de l'habitat intergénérationnel, c'était simplement ce qu'il y avait dans les villages, dans les fermes avant. Et donc on essaie parfois de le refaire, parfois on le fait très bien. Le monde HLM est très acteur sur cet élément-là, parce que c'est aussi une idée toute bête. Si on partage, si on est à plusieurs, par exemple, si tout le monde partage une cuisine ou le grand salon, eh ben c'est moins coûteux, donc ça coûte moins cher. Et en plus, en termes écologiques, c'était en effet le sujet de mon avant-dernier bouquin, en plus, il y a moins de CO2, il y a moins d'emprise. Donc il y a une idée autour de ça qui se développe, mais qui reste encore très, très embryonnaire. C'est quelques cas très sympathiques, mais on est très loin d'avoir trouvé... Enfin, il n'y a pas une solution. Mais en tout cas, et ça dépendra aussi d'abord du regard. Tant qu'on a un regard justement hyper utilitariste, en disant, mais cette personne, elle sert à quoi? Elle ne travaille plus, donc elle ne sert à rien. Donc il faut réapprendre, et peut-être auprès des jeunes enfants, auprès des jeunes, apporter un autre regard justement sur les aider. Ça commence dès l'école. Tout à l'heure, la table ronde précédente évoquait à propos du One Health l'enjeu de l'éducation. On en est là aussi? Complètement. Et d'ailleurs, il faut démarrer aussi avec les enseignants.
qui n'ont pas toujours un regard très positif sur tout ça. Mais oui, c'est de faire comprendre, par exemple, une fois un journaliste me dit il y avait je sais plus quoi, une manifestation de retraités. Il dit de toute façon, ils ne peuvent pas se mettre en grève. Je dis si. Imaginez qu'ils arrêtent d'aller chercher les petits-enfants. 23 millions d'heures par semaine des grands-parents vers les petits-enfants. Imaginez qu'ils n'aillent plus dans les associations. Imaginez qu'ils ne soient plus des aidants. Imaginez, je rappelle, on sort des élections municipales, un tiers des élus sont des retraités. Imaginez tout ça. Et en plus, ils font une grève de la consommation. Vous allez voir dans quel état va être le pays. Donc c'est plus compliqué que ça. Donc l'utilité, elle est multifactorielle et elle est aussi symbolique. C'est aussi la transmission. Le monde commun, comme disait Arendt, c'est le monde d'aujourd'hui, c'est le monde de demain, mais c'est aussi le monde d'hier. Et les gens âgés, c'est ceux qui font le lien entre les trois. Ils peuvent raconter le monde d'hier aux gens qui feront le monde de demain. C'est aussi notre relation à l'histoire et notre relation à l'avenir qui sont toutes les deux en jeu. Je reviens à la crise Covid-19. Nous sommes tous confinés pour préserver les capacités d'accueil des hôpitaux. C'était aussi l'une des vocations au départ, mais aussi pour protéger les populations les plus vulnérables, à commencer par les plus âgés. Nous devons, je pense, être fiers de cette solidarité intergénérationnelle, mais rétroactivement, une fois révélés les dégâts sur la santé mentale des jeunes, vous dites-vous qu'on aurait peut-être même dû agir autrement. Et je rappelle pour ça les propos tout à fait décoiffants du philosophe André Comte-Sponville. On est à l'acmé en fait de la crise, on est à peu près à la fin du printemps 2020. Et il déclare sur les antennes de France Inter, il appelle à cesser de sacrifier les jeunes au profit des générations aînées dont lui-même fait partie. Alors, pour avoir vécu de manière assez intense et en partie en dedans les décisions prises, il faut bien être d'accord sur le fait que c'est une reconstruction a posteriori quand on a dit qu'on a confiné pour protéger les aînés. C'était un bénéfice secondaire, certes, mais le confinement a été fait pour protéger les hôpitaux, les capacités de soins critiques. C'est uniquement le seul but du confinement. Ça a été d'éviter d'avoir une saturation des réa et de devoir supporter pour l'ensemble de la société française comme des sociétés européennes et d'une partie du monde, d'avoir des gens de sa famille qui agonisaient en asphyxiant devant l'entrée des hôpitaux parce qu'il n'y avait plus de capacité de les prendre en charge. Ce qui s'est passé dans certains pays, par exemple à l'arrivée du variant dit Delta à New Delhi. Donc ça a été fait que pour ça. Qu'après on ait réfléchi en voyant l'impact que ça avait de manière spécifique sur en particulier les grands vulnérables, qu'ils soient liés à l'âge, ces vulnérabilités, ou liés à la précarité sociale d'ailleurs aussi, parce que c'était à peu près les mêmes profils de mortalité. Oui, il y a eu une vision un peu plus solidaire, mais il ne faut pas construire a posteriori des arguments qui ne sont pas les bons. Olivier, quand on a préparé notre rencontre, vous me disiez anticiper ou redouter de possibles chocs intergénérationnels ou une détérioration des relations entre jeunes et aînés. D'abord, pouvez-vous expliquer, préciser un petit peu votre pensée? Et j'aimerais savoir si, Serge, vous partagez justement cette analyse. La discussion qui va se poser, moi je trouve qu'on la vit déjà, mais Serge, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'en parler tous les deux, mais on la vit déjà à travers, je trouve, ce qu'on dit, en tout cas dans le milieu professionnel, sur la loi euthanasie suicide assisté, qui arrive. C'est une question profonde qui touche aussi à l'organisation du système de santé lui-même. En fait, on est dans un système de santé qui a été construit pour répondre à la demande curative. Or, on a, avec le vieillissement de la population, une modification profonde des besoins de santé, et notre système de santé n'est pas du tout adapté à ça. Et on a un mal fou à faire évoluer notre système de santé, en particulier en France, c'est un peu vrai ailleurs aussi, mais alors nous, c'est, on va dire, un des endroits où c'est le plus compliqué. Et de passer à cette vision de même qui touche le business model de la santé, c'est-à-dire le sacro-saint paiement à la consultation, ce qu'on appelle le paiement à l'acte ou à l'activité, et qui est complètement aberrant, ridicule, stupide, lorsqu'on réfléchit à la complexité et à la chronicité des maladies. Donc tous ces éléments-là, ça joue de manière très importante sur la vision du coût et de la saturation du système de santé. Parce qu'un des éléments, et ça on l'a vu dans le Covid aussi, c'est attention, je suis jeune, j'ai droit à du soin de manière beaucoup plus importante que ce vieux qui, en plus,
m'embolise une partie du système de santé, de sa capacité à répondre. Et pour moi, le sujet qui va se jouer avec une augmentation en nombre, hein, et avec des besoins qui ne changent pas, surtout si on est aussi nul que ce qu'on est maintenant, sur la construction des parcours d'intervention de prévention ou aussi la transformation du système de santé lui-même, implémentant d'ailleurs l'innovation digitale dedans, parce que l'humain ne sera plus capable de faire autant que maintenant. On mange notre pain blanc alors que des gens se plaignent de la capacité de réponse humaine. Donc tous ces éléments-là, pour moi, risquent de cristalliser une partie du débat autour de choix générationnels. Alors, avant d'évoquer justement cette loi sur la fin de vie, mais déjà sur la manière dont le Covid-19 a posé la question de notre rapport aux aînés et du traitement justement des aînés. Ce qui était très intéressant dans cette période, c'est que d'une part, on a beaucoup infantilisé les gens âgés. L'idée de vous n'allez pas sortir de chez vous, comme si tous les gens de plus de 65 ans et un jour allaient sortir en boîte de nuit le lendemain du déconfinement. Mais il y avait un côté, non mais vraiment vous ne savez pas ce qu'il faut faire, alors que c'était les plus lucides d'une certaine manière. Et donc il y avait vraiment de l'infantilisation, assez mal vécue par les gens eux-mêmes évidemment. Et puis il y avait aussi une notion de fragilisation. Tous les vieux étaient fragiles. Mais si on regarde par exemple les gens, 45% des morts de la Covid étaient obèses ou en surpoids. Et il n'y avait pas que des vieux là-dedans. Hein. Et que par exemple, un monsieur qui se lève tous les matins et qui fait 20 km de vélo, à 75 ans, il était bien moins en risque qu'un autre de 25 ans qui boit 2 litres de coca tous les matins. Donc c'était, mais voilà. Mais il y avait fragilité, infantilisation. Et ça, c'est resté quand même très fort. Ce qui est intéressant en revanche, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont sortis pour dire oui, on sacrifie. Il y a eu quelques succès de librairie, en tout cas tentatives de succès de librairie sur des bouquins comme ça. Mais globalement, ce qu'on a vu, c'est que la plupart des jeunes, ils pensaient aussi qu'ils avaient des parents et des grands-parents. Donc c'était pas spécialement... Voilà. Et les grands-parents et tout ça disaient « Oh, les pauvres petits ». Et donc il y a eu beaucoup plus de micro-solidarité qu'autre chose. On ne s'est pas parlé sur le palier, ça fait 3 ans qu'on ne se connaît pas, mais je sais qu'il y a la dame et je vais lui proposer d'aller faire les courses. Puis la dame, elle toque en disant « Ouvrez pas », mais elle laisse de la soupe ou que sais-je encore. Donc il y a eu plein de toutes petites solidarités, donc les gens ne se sont pas opposés tant que ça. Et c'est vrai que cette question-là, on va la voir, par exemple le refus de voir le réel sur la question des retraites, par exemple, est aussi une manière d'inventer une guerre des générations. On fait tout pour qu'il y en ait, comme si ça arrangeait d'ailleurs. Mais je crois qu'il y a des choses, c'est une part, la notion de génération, elle ne veut plus dire grand-chose, tellement il y a une diversité de situations. Et deuxièmement, moi je vois beaucoup plus des oppositions à l'intérieur des générations, questions géographiques, questions culturelles, questions religieuses, questions des perspectives, il y a plein de choses, et c'est bien plus au sein des générations qui se passent des tensions qu'entre générations. Après, il y a par exemple sur le rapport au travail, où il peut y avoir des différences, parfois un peu fortes sur la notion de vocation. Par exemple, dans le soin, dans la santé, tous ceux de votre génération, c'était une vocation. Aujourd'hui, vous demandez, quand ils disent c'est un engagement, c'est déjà énorme. On a l'impression qu'ils disent un truc hyper fort. Donc on voit bien que le rapport au métier a changé. Donc c'est vrai qu'il y a des différences, mais il n'y a pas, à mon sens, de guerre des générations. Il faut qu'on conclue, malheureusement, parce que l'heure tourne très vite. J'ai une question peut-être un peu pointue, un peu précise, concernant la loi sur la fin de vie, notamment son affectation sur les populations âgées. La loi protège-t-elle les personnes âgées d'une incitation à mourir qui serait motivée, même de manière subliminale, par des prérogatives macroéconomiques ou macrofinancières? Est-ce que ce risque existe? Bien sûr qu'il existe. Mémé, 88 ans, vraiment, est-ce que ça vaut le coup encore, hein? Mémé, on va faire quelque chose de bien pour toi. Voilà. Bien sûr, mais on le voit dans tous les autres pays. Donc, alors, bien sûr, oui, il y a un risque, c'est indéniable, et on pourra mettre tous les garde-fous, ils sauteront un à un. Ça s'est vu partout de la même manière. Voilà. Donc le risque, il est là, il est totalement minoré par un certain nombre de personnes pour des raisons... Pour ce dialogue passionnant. Il y en a un qui a plus de cheveux quand même. Hein.